Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau du Fil Rouge. Nous nous retrouvons pour une émission portant aujourd'hui sur le thème Ombre et Lumière, une émission qui sera divisée en 3 parties. Alors pour la première partie, j'aurai 3 invités avec moi pour parler de la lumière et ses techniques. Dans une seconde partie, j'aurai avec moi un ancien étudiant de l'ARFIS et un petit nouveau, et ils échangeront ensemble sur leur parcours. Et enfin, pour clôturer cette émission, nous recevrons un chef opérateur, directeur photo. Il viendra nous parler de la fête du court-métrage et également de son métier. On débute tout de suite cette émission avec un premier invité. Donc c'est un début d'émission autour de la lumière et ses techniques. Et je vais recevoir Jean-Louis Isbiki. Il est physicien lumière. On l'accueille chaleureusement. Bonjour Jean-Louis, bienvenue. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes physicien lumière, mais vous êtes tout d'abord physicien des ondes acoustiques, donc plutôt autour du son. Pourquoi d'un coup cet attrait pour la lumière ? Parce que en fait, j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans des ondes ultrasonores. Et puis un jour, j'ai visité une exposition à Paris, qui était une exposition Vuillard. Et donc, ça m'a donné l'envie. Un jour, je me suis dit, je vais travailler sur la lumière dans les peintures, la lumière électrique dans les peintures, parce que je pensais que ce tableau que je voyais était effectivement, le sujet principal était la lumière électrique. Et donc, vous avez repris un doctorat en art, c'est ça ? Exactement, en histoire de l'art. j'ai repris un doctorat en art, et donc c'est Laurent Baridon de Lyon 2 qui me conduit, comme on dit. D'accord. Et donc, vous êtes physicien lumière aujourd'hui. Mais en quoi ça consiste exactement ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà, je sais qu'on ne va pas rentrer dans les détails techniques du métier, parce que ça va être compliqué, mais dites-nous un petit peu en gros, qu'est-ce que vous faites ? Alors en fait, dans ma thèse, j'essaye de regarder comment les peintres ont vu la lumière électrique et l'ont représentée. Et en amont, forcément, il y a comment la lumière électrique a pénétré dans la société. Alors elle a pénétré dans plein de choses, dans les cafés, dans les bars, dans les restaurants, dans les salles de spectacle, au théâtre. Et puis il y a eu quand même quelques illuminations de façade, comme on fait encore aujourd'hui d'ailleurs. D'accord. Est-ce qu'on regarde la lumière différemment quand on est physicien que quand on est peintre ? J'imagine. Mais du coup... Moi, je pense qu'on regarde les tableaux de façon différente quand effectivement on a un petit arrière-plan de science. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder les impressionnistes de la même façon, on ne va pas regarder Hopper de la même façon, on ne va pas regarder Georges Delatour de la même façon, pour parler de peintres un peu qui ont joué. Qui sont connus, tout de suite on a des tableaux qui nous viennent un peu en tête. Est-ce que les découvertes scientifiques, vous en tant que physicien, ont fait évoluer les arts pour vous ? Ah, forcément, puisque déjà quand à la fin du 19e siècle, on va faire de la chimie organique qui va produire des colorants synthétiques, ça va démultiplier le nombre de colorants possibles. Chevreul en avait déjà fait un inventaire quasi exhaustif des colorants naturels, mais la chimie organique nous a produit des tas de colorants artificiels. D'accord. Et donc, pourquoi vous êtes intéressé spécialement à la relation entre la physique et l'art ? Quelle est cette relation, justement, entre la physique et l'art ? C'est-à-dire qu'en fait, forcément, le peintre utilise la lumière, forcément, il fait une représentation, il modélise quelque part le réel, puisqu'une peinture n'est qu'une surface assemblée de couleurs et une surface de dimensions. Donc forcément, il y a un aspect scientifique, qu'on le veuille explicitement ou qu'on le veuille implicitement. Donc moi, je voulais le rendre un peu plus explicite, ce lien entre science et art, et peinture en particulier. D'accord. Et qu'est-ce que vous donnez des cours, c'est ça Non, j'ai donné des cours effectivement sur lumière, couleur et peinture au Havre. C'est ça. C'était un Parce cours que j'ai vu un extrait heures. C'est passionnant, effectivement. Moi, ça m'a passionné. Alors, il faudra demander aux étudiants si ça leur a plu. Mais en tout cas, moi, ça m'a intéressé. Oui. Et l'objectif, c'était quoi justement ? C'était de leur donner des clés sur des tableaux, c'est ça, sur la lumière dans certains tableaux. Et qu'est-ce que vous leur disiez exactement ? Alors, d'abord, ce qui m'a plu, c'est quand un étudiant m'a dit maintenant, je verrai les expositions différemment. Voilà. Donc ça m'a énormément plu, parce que en fait, c'est ça le but. Alors après, j'ai parlé effectivement de la lumière, de l'ombre, des couleurs, de la perspective, et puis comment c'était vu au fil des années. Et puis à la fin, c'est abstraction. Et donc en fait, on peut mettre une relation entre la physique qui devient de plus en plus abstraite et la peinture
qui devient abstraite aussi. Donc ça se situe au début du XXe siècle. Effectivement, ça c'est génial quand on arrive dans une exposition et qu'on peut regarder avec un autre regard les tableaux et savoir pourquoi est-ce que la composition est faite comme ça et pas autrement. C'est super. Merci en tout cas Jean-Louis Esbiki d'être venu nous donner toutes ces informations. Merci à vous. Nous allons maintenant recevoir nos deux prochains invités. Alors, c'est Christine Berger-Mallet et Emmanuel Théry. Mais avant de les accueillir, nous allons regarder un petit sujet parce que les étudiants de l'Arfis sont allés les rencontrer et ils ont dressé leur portrait. À tout de suite. Je suis peintre, je donne des cours de peinture et j'ai fait les beaux-arts. Je travaille dans le cinéma et l'audiovisuel depuis plus de 30 ans, 31 ans, un truc comme ça. Quand je parle de couleur également, je parle de contraste, mais pas le contraste d'une façon classique. C'est-à-dire que pour moi, la lumière, elle ne doit pas être belle forcément. Elle doit être adaptée à ce qu'on filme. Ce qui est important, c'est le fond, c'est le scénario, et si c'est un film trash, la lumière, elle doit être trash. Ouais. Je vais pas y mettre de personnages parce que les personnages ne font pas partie de l'émotion que je recherche. C'est vrai qu'ils sont vides, mais ils sont pas vides à la Hopper ou avec un seul personnage parce que je veux pas raconter d'anecdotes. Mes peintures ne parlent pas de solitude. J'adore inventer des systèmes, et la lumière s'y prêtait bien. Bonjour Christine, bonjour Emmanuel, Bonjour. je suis ravie de vous accueillir sur ce plateau. Alors vous Christine, vous êtes peintre et vous avez mis la lumière au cœur de vos œuvres. Et vous Emmanuel, vous avez été directeur photo pendant 20 ans et maintenant chef électro pendant 20 ans. Et chef électro et directeur photo maintenant sur des documentaires et des pubs. Qu'est-ce qui vous fascine autant dans la lumière ? La lumière, L'un et c'est ce qui met en valeur les choses, les reliefs, et c'est la couleur et c'est l'ombre aussi, ce qui est caché. D'accord. Pour vous ? Alors pour Qu'est-ce qui l'ombre, vous c'est la fascine ? même chose. C'est une des composantes de la lumière. Et un truc qui est très intéressant aussi, c'est l'albédo, c'est la capacité des surfaces à renvoyer la lumière et à renvoyer les couleurs. D'accord. Alors, vous avez dit quelque chose de passionnant. Peu importe la source lumineuse, seule la résultante de la lumière sur la matière et l'émotion qu'elle peut transmettre est importante. Et j'ai trouvé ça magique parce que c'est vrai. C'est ça. Peu importe que ce soit une bougie ou que ce soit autre chose, c'est l'objectif, c'est ça, c'est l'émotion qui compte, celle qu'on va avoir ensuite. C'est ce que je dis souvent aux jeunes, c'est pas la peine d'avoir des outils ultra modernes, ultra machin. Ce qui est important, c'est la résultante, quoi. Peu importe la source qu'on utilise. Après, c'est savoir la travailler pour avoir ce qu'on a envie d'avoir. Ouais. Et Christine, vous, quand vous pensez à un tableau, vous pensez tout de suite à la lumière ? C'est la première chose. Oui, en fait, c'est un cadrage. On est metteur en scène d'une surface, d'une vue que l'on veut donner, et metteur en scène de nos sentiments. Donc, si on met mal en scène, la lumière, rien ne transparaît. Et bon, après, ça fait une photo où tout est dit, et puis voilà, puis c'est tout. Bon, ben c'est parfait parce qu'on va vous voir à l'œuvre. On vous a préparé un petit exercice. Voilà, vous allez rejoindre notre coin cosy. Mais juste avant qu'on y aille, on regarde justement un sujet où vous nous parlez un peu plus de la lumière dans vos œuvres et dans la vôtre aussi. À tout de suite, on se retrouve après. Il n'y a pas de noir dans ce que je fais. C'est-à-dire que même ce qui est sombre, ce sont des mélanges de couleurs. Il s'agit de hêtres, c'est les arbres les plus grands de la forêt. La lumière est extrêmement importante, elle est très bleu-violet, donc j'accentue, je sublime tout le temps ce que je vois et on pâlit. On pâlit davantage encore que la réalité pour éloigner encore la perspective. Ces toiles mesurent 130 par 97, c'est la taille d'une fenêtre. Donc j'aime bien l'idée que sur un mur, cela soit perçu comme une vue sur l'extérieur. Si on veut faire surgir une lumière, il faut un contraste fort, et plus on s'éloigne, plus la lumière se diffuse et devient pâle. Moi, ce qui m'intéresse dans la peinture, c'est les faux raccords lumière, s'il y en a plein, mais c'est super intéressant. On est maître de sa caméra et on est maître de la composition dans une toile. C'est la même chose entre le cinéma et... On fait tous notre petit cirque. Sur chaque film que j'ai fait avec Urgo, j'en ai fait 5 ou 6, on inventait un projecteur pour le film, qui correspondait au film. C'est-à-dire qu'on cherchait le projecteur le plus adapté. La personne avec qui je travaille, à la base, c'était un vannier, quoi. C'est-à-dire qu'il a commencé sa carrière en tressant des paniers. Et puis à un moment donné, il avait marre de faire des paniers ronds classiques, il a commencé à les déstructurer. Et là, c'est plutôt garder la sensibilité de la matière, quoi. Ma volonté sur cette installation Arborellum qui est installée à Lyon en 2017, c'était de faire revivre ces arbres. Donc dans chaque rondelle de bois, j'ai installé un circuit LED et ces circuits LED étaient indépendants, donc il y en avait je crois 300 à peu près, et ça me permettait en fait de programmer de la sève qui monte et qui descend le long de ces grands mâts.
Ma tentative dans ce travail, c'est de réveiller l'imaginaire des gens. J'ai même vu des enfants qui cherchaient des animaux dans l'installation, et ça, c'est un vrai plaisir. Merci Emmanuel, merci Christine d'avoir rejoint notre coin cosy avec une installation toute particulière. On a une sculpture de Voltaire à éclairer et à mettre en couleur aussi. Allez-y, je vous laisse faire, expliquez-nous un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 projecteurs et avec un peu de lumière. Alors, on va commencer avec un seul projecteur et on va faire une lumière antisolaire, c'est-à-dire une lumière qui vient du sol, qui a un reflet d'une source de lumière. Donc, on va commencer par le projecteur qui est là, c'est bon, c'est coupé. Et je vais laisser à Christine le soin d'apporter un peu de couleur à cette direction. Ouais. Et alors, pourquoi on l'appelle antisolaire, cette lumière? Parce qu'elle vient du pas de sol. là-haut. Elle vient du sol, voilà. C'est ça. Passionnant. Allez-y. Donc on va commencer par une lumière bleue, par exemple. C'est une lumière froide, voilà. Donc par en dessous, on a une lumière un peu inquiétante. Ce Voltaire nous paraît pas très très sympathique de par son regard. C'est renforcé par la lumière, c'est renforcé par les clairs-obscurs. Et puis on peut modifier petit à petit, rajouter un petit peu plus de rouge dans le bleu. Voilà, ça accentue encore les contrastes, ça fait ressortir le tour des yeux encore plus bleuté. On peut aller jusqu'au violet. Et voilà, grâce à ce que fait Emmanuel, tout est exagéré. D'accord, c'est un réflecteur, c'est ça Emmanuel? Oui, c'est un réflecteur, oui. On utilise ça régulièrement sur les tournages Oui, tout le temps, mais même dans la vie de tous les jours, toute surface est réfléchissante. Donc ça peut être le parquet, ça peut être... Oui, il y a d'ailleurs un peintre, il a super bien étudié, qui s'appelle Willem Hammershøi, qui a peint 20 fois sa femme dans la cuisine, avec 20 lumières différentes, et du coup, ça permet d'analyser toutes les petites différences suivant les heures du jour. C'est super intéressant. Bien sûr. Mais même quand on est sur la neige, on le voit tout de suite, on Oui, voit oui. bien. Hein. Puis d'ailleurs, on prend des coups de soleil à cause de ça, parce que la lumière réfléchit. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre alors avec cette sculpture? Alors, on va passer à quelque chose de beaucoup plus classique, avec une lumière latérale. Et en fait, je vais montrer que juste avec un petit réflecteur, on va couper celui-ci, merci. Juste avec un petit réflecteur, on peut faire soit du fil positif, c'est-à-dire du remplissage en fait, pour décontraster notre ami Voltaire, soit du fil négatif où on contraste encore plus. D'accord. Voilà. Et après, Christine va pouvoir jouer sur la couleur de la lumière pour lui donner une tonalité plutôt matin, plutôt je laisse. Allez, on va regarder ça. Oui, bah alors on va mettre une couleur un peu jaune-orangé pour réchauffer, hein, contrairement à tout à l'heure. C'est une lumière chaude, voilà. Donc là, on est voilà, à quel moment, et c'est adouci par la surface blanche. Il suffit de l'ôter et on voit très très bien que le contraste est bien plus important. Donc on n'est plus du tout en lumière matinale, disons. Là, c'est clairement un clair-obscur. On a la surface très sombre et la surface très chaude. Donc un éclairage, on dit ça à la Rembrandt. Voilà, ça. Le clair-obscur, c'est ça. C'était une époque où on ne peignait que sur une surface sombre. On faisait surgir la lumière en faisant intervenir dans les couleurs le blanc, qui mettait en valeur une lumière très très blafarde, hein, la lumière des bougies, la lumière de la lampe à essence. Et puis petit à petit, les choses ont évolué. La lumière dont parlait Jean-Louis est arrivée et on a pu avoir des scènes qui étaient éclairées d'une manière plus homogène. Donc là, si on remet le déflecteur, voilà, de cette manière-là, Oui. on n'a qu'une source de lumière. On est moins en clair-obscur. Et si on met plusieurs sources de lumière, on peut jouer sur les tons chauds, les tons froids, et l'ombre deviendra une lumière froide dans les tons bleus, mais plus sombres. D'accord. Emmanuel, vous nous avez dit que c'était un éclairage classique. Qu'est-ce que vous entendez par là, pour ceux qui connaissent vraiment rien en lumière? C'est-à-dire que c'est un éclairage, il y a une direction de lumière. Un éclairage classique, c'est-à-dire qu'il y a une direction de lumière et après, c'est que de la compensation. Après, quand on étudie la peinture, on s'aperçoit qu'il y a plein de faux raccords dans la peinture. C'est-à-dire que les peintres, ils sont pas assujettis au soleil, donc ils s'amusent à tricher. Et quand on regarde des tableaux d'Hopper, des choses comme ça, c'est plein de faux raccords, mais malgré tout, l'ensemble fonctionne. D'accord. Et c'est intéressant pour un chef opérateur de s'inspirer de ça aussi et de se permettre des libertés par rapport aux règles et aux dogmes entre guillemets de la lumière. D'accord, on peut faire plein de choses avec une seule base de lumière. Oui, une seule base de lumière, puis utiliser des surfaces plus ou moins réfléchissantes, utiliser la couleur, utiliser pour travailler après le projecteur. Merci beaucoup Christine, merci beaucoup Emmanuel, Merci. C'était passionnant. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons passer à notre seconde partie, la lumière et ses apprentissages, avec la présence d'un ancien étudiant de l'Arfis. Alors pour mieux le connaître déjà, on va diffuser un sujet sur lui. C'est une compilation de ses projets sur l'année 2017. À tout de suite.
Combier. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez fait l'Arfis, vous, il y a 6 ans déjà, et aujourd'hui, vous êtes chef opérateur C'est ça. et étalonneur pour des courts-métrages, des clips, des films institutionnels. Quel souvenir vous gardez de l'Arfis? Eh ben, déjà un bon souvenir. Moi, ça fait 7 ans que j'avais fait la première année. Et l'Arfis, oui, super souvenir. Aujourd'hui, moi, les gens avec qui je bosse, c'est d'abord des collègues de l'Arfis, avec qui on faisait un peu des un petit des réseau, bêtises, du coup, des qui se crée trucs derrière sympas, l'école. quoi. Et voilà. Et puis après, on a essayé un peu de pousser le truc pour voir si on pouvait faire une équipe solide un peu dans les différents projets. Donc ouais, l'Arfis, moi, c'est surtout les techniciens avec qui je bosse aujourd'hui. On est tous de l'Arfis, quoi. J'imagine professionnellement aussi, c'est une école qui vous a beaucoup apporté. Oui. Vous avez tout appris ici. Beaucoup, on apprend sur le terrain, Oui, énormément. on apprend beaucoup le langage, en fait, un peu du milieu pour essayer de se faire comprendre un peu par tout le monde, on va dire, à l'Arfis. Et puis après, il y a la deuxième année, du coup, qui permet de se spécialiser, voir un petit peu dans chaque spécialisation un peu toutes les branches qu'il y a là-dedans. Donc c'est vrai que c'est une formation assez complète, ouais. C'est une formation assez complète. Alors, vous êtes chef opérateur. Oui. Alors, tout le monde ne sait pas ce que c'est parce qu'on ne fait pas tous du cinéma ou on ne tourne pas tous dans le milieu de l'audiovisuel. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi ça consiste? Le chef opérateur, qui peut être aussi appelé directeur photo, c'est vraiment, pour, entre guillemets, un peu l'œil du réalisateur. C'est un peu celui qui va un peu illustrer au mieux, en fait, le propos du film, qui est vraiment au service du projet, du réal, de la vision qu'il y a sur un film ou quelques autres projets. Et c'est vraiment celui qui va essayer, de traduire le mieux possible, en fait, les intentions de réalisation, les intentions de mise en scène pour que ce soit le plus à la fois esthétique, cohérent et que ce soit. Et vous avez trouvé facilement du travail en sortant de l'Arfis? Non, la première année c'est toujours un peu compliqué, mais le temps d'aller voir un petit peu ailleurs sur d'autres productions, comment ça marche, et puis de voir un petit peu tous les corps de métier. Après, on se spécialise aussi, et puis moi j'ai eu la chance aussi de bosser aussi avec les collègues de l'Arfis, avec qui forcément c'est plus simple pour s'exprimer, quoi. Il y a un projet comme ça que vous avez fait depuis l'école qui vous a vraiment marqué. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il y en a beaucoup, mais dernièrement il y a eu un court-métrage qu'on a fait avec une production lyonnaise, Bloc 8. C'était 100% organique, qui était un court-métrage d'horreur. Il y a des images. Il y avait des extraits. Voilà, et donc c'est un court-métrage d'horreur qu'on a fait pour une web télé américaine qui avait une grosse communauté. Du coup, ça c'était vraiment le dernier projet, un petit peu, très sympa à faire. S'il y avait le côté gore et un peu trash et un peu. Ça vous plaît ça? Ouais, c'est vachement intéressant, la lumière, pouvoir bosser un peu. Lumière, il y a le côté un peu glaucasse, tout ça, c'est quand même assez sympa. Et du coup, voilà. Bon, on va accueillir peut-être un futur collègue à vous. C'est un première année. Alors lui, il va juste d'arriver. Effectivement, il s'appelle Silvio Belviso et on l'accueille chaleureusement. Bonjour Silvio. Bonjour. Je vous en prie. Merci. Installe-toi confortablement. D'ailleurs, je vais te tutoyer, c'est beaucoup plus simple. Alors, tu es à l'école à l'Arfis depuis septembre. Pourquoi tu as choisi l'Arfis comme école? Alors, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Du coup, ça fait longtemps que je m'intéresse à la vidéo. Et en gros, j'ai cherché sur Lyon, sur Paris. J'ai hésité un peu entre les deux et finalement, je suis resté à Lyon. Et l'Arfis, c'est celle qui est restée, qui ressortait du lot en fait. Celle dont j'ai entendu parler. Pour quelle raison alors? Que ça formait des bons techniciens, que c'était réputé dans le milieu, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as une idée un petit peu plus précise du métier que tu voudrais faire en sortant d'ici? Ouais, déjà en venant, je savais que c'était l'image qui m'intéressait. De base, c'est vraiment le cadrage. Après, j'ai appris un peu ce qu'il y avait d'autre à côté. Du coup, la lumière, je m'intéresse de plus en plus. Mais autant il y a la machinerie qui a l'air intéressante. Enfin, il y a tout plein de choses, mais c'est plus dans les métiers de l'image, vraiment, que le son. Ouais. Tu nous as dit que ça a été pas forcément facile, effectivement, de trouver du travail après. Est-ce qu'il y a, du coup, des stages ici qui t'ont permis, petit à petit de... Ici, non. Après, l'école encadre pour qu'on ait des heures de stage à faire pour l'école. Donc après, c'est un peu à chacun de les faire là où il faut que ce soit mieux pour soi, quoi. Mais oui, après, je pense qu'il faut faire le plus possible de stages au début pour essayer pour voir un petit peu ce que fait tout le monde en fait sur un plateau, quoi. C'est ça. Il faut aller voir les professionnels, il faut aller sur le terrain, il faut aller se confronter aux difficultés comme on est en train de le faire actuellement. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Justement, tu m'as dit que la lumière t'intéressait. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez déjà beaucoup en première année? On a eu des initiations, disons. Après, on n'est pas allé vraiment en profondeur, mais
Mais après, c'est des choses qu'on étudie plus en deuxième année. Et après, on a encore des modules qui arrivent sur la deuxième partie de l'année. D'accord. Donc, Bonne continuation en tout cas. Ouais, Continuez d'apprendre. Merci beaucoup Jean pour votre témoignage aussi. On passe à la troisième partie de notre émission, la lumière et ses productions. Alors actuellement, dans toute la France a lieu la fête du court-métrage et nous avons profité justement de cette actualité pour faire intervenir un chef opérateur dont le film est présent dans ce festival. Il s'agit de Laissez-moi danser de Valérie Leroy et on regarde tout de suite une bande-annonce du film. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mylène, joyeux anniversaire. Allez, la fête est finie là, hein, au boulot. Il reste une quarantaine de cabines à faire là, et le bateau part dans 3 quarts d'heure. Alors on peut se relayer, mais là j'ai pas assez de monde au front, hein. Ils doivent nous payer les heures de retard, merde quoi. Parce que celle qui rembauche le lendemain matin... J'en parlerai à Bernard, ok? Sur ton tour. Le temps idéal c'est 45 secondes, hein. Bon, tu vas mettre quelques jours à prendre le pli, c'est normal. Il y a un problème, viens vite quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et comment vous avez fait? Oui, bien sûr, je leur dis tout de suite de se remettre au travail. Vodka. Bernard n'acceptera jamais. Tu lui dis, tu lui expliques que tu veux plus faire ça. Bonjour Thomas, Bonjour. merci infiniment de nous avoir rejoints dans notre petit salon privé cosy. Oui, c'est vrai qu'on est très bien. On est très bien Merci de assis, m'accueillir. effectivement. Donc vous êtes chef opérateur. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel a été votre parcours pour en arriver jusqu'ici? Le parcours... Rapidement, hein. Ouais, rapidement. C'est grande effectivement. Moi, je suis un ancien électricien en fait. J'ai attaqué comme ça il y a 15 ans maintenant. Et je me suis toujours intéressé à la lumière. Je suis passé chef opérateur en 2009, on va dire, où je considérais que j'étais mûr pour pouvoir proposer des choses à des réalisateurs et puis voilà, travailler comme chef op, quoi. J'ai continué en parallèle ma carrière d'électricien. Et qu'est-ce qui vous a séduit alors dans ce métier? C'est de jouer avec la lumière, en fait, de créer des émotions et de mettre en lumière des situations et des comédiens, quoi. Je suis passionné par la lumière en fiction. D'accord. Et justement, on vient de voir un extrait du court-métrage Laissez-moi danser, sur lequel vous étiez chef opérateur. Il y avait un traitement particulier là sur la lumière? Un traitement, en fait, les images qu'on voit là, c'est donc tout se passe dans un ferry. Le traitement, c'était un enjeu en fait de tourner dans des décors complètement exigus, enfin dans des couloirs, dans des cabines. Donc on a cette contrainte de faire de la lumière dans un endroit où on ne peut pas en mettre. Donc je devais trouver adapter en fait, trouver des projecteurs qui puissent être à l'image, passer comme des lampes de jeu, et voilà. Donc c'est un peu le traitement, c'était le challenge en fait d'être le plus réduit possible, autant pour la caméra que pour la lumière en fait. D'accord. Quelles ont été du coup vos influences sur ce court-métrage? On a travaillé avec Valérie Leroy, donc la réalisatrice, sur des couleurs en fait dominantes. Elle voulait travailler beaucoup avec le bleu. Oui, on le voit. Donc on le voit à l'image. les blues, la moquette du ferry. Et donc il y a cette dominante là en fait. Elle voulait travailler là-dessus. Donc on a décliné en fait au costume, au décor, les accessoires, tout ça. Donc c'était un peu ça l'influence. C'était la très dans les bleus. Voilà. Ok. Très bien, effectivement, on le voit, il y a beaucoup de bleu derrière nous. Pensez-vous que le métier de chef opérateur est un métier qui a évolué justement ces dernières années avec la technologie? Oui, le métier a vraiment évolué là, les matériel aussi, 15 énormément. dernières années. Enfin, moi, je suis arrivé
presque à la fin de la pellicule. On a fait quelques films encore, mais c'était l'arrivée du numérique. Je crois qu'un des premiers films, c'est Belphégor, tourné en numérique à l'époque, et après ça a basculé doucement jusqu'à maintenant. Mais oui, ça a vraiment évolué. Après, la façon de travailler, la façon de créer la lumière, la direction photo, ça évolue. Ça dépend vraiment des chefs opérateurs, en fait. Ça évolue, j'allais dire pas, parce que ça dépend des sensibilités de chacun. D'accord. C'est quoi votre patte à vous, justement? Alors, c'est quoi votre sensibilité? C'est une bonne question. Non, j'allais dire, je m'adapte avec les réalisateurs, en fait, sur ce qu'ils veulent créer, sur les envies qu'ils ont, les références qu'ils ont. Vous êtes très à l'écoute. Voilà, je pense que c'est aussi c'est ça la qualité. Voilà, une qualité, c'est d'être à l'écoute du réalisateur, de savoir ce qu'il veut transmettre, aussi de voir ses comédiens, ce qu'il veut en faire comme aussi bien en termes de costumes, de décors, comment il veut faire jouer tout ça, enfin quelles sont les chorégraphies. Donc il faut être à l'écoute de tout ça, en fait. C'est un énorme travail de préparation, en fait. Bah voilà, j'espère que tous les étudiants présents ici vous ont écouté. Merci en tout cas Thomas d'être venu partager votre passion avec nous, et c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier évidemment nos techniciens, nos invités et notre public. J'aurai le plaisir moi de vous retrouver cet après-midi à 15h15 pour une nouvelle émission avec une nouvelle thématique, bien sûr, trouver sa voie. À tout à l'heure.